48 FM, la radio universitaire et associative liégeoise. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur 48 FM et bienvenue dans cette première émission spéciale consacrée à l'édition 2025 des PhD Days. Le thème d'aujourd'hui est le suivant, le duo promoteur-doctorant, je t'encadre moi non plus. Vous l'aurez compris, nous allons nous intéresser aujourd'hui à une relation complexe au sein du monde académique, celle qui lie un doctorant à son promoteur. Pour ce faire, nous recevons en plateau les professeurs Geneviève Belleville et David Ruffoni. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez brièvement vous présenter à nos auditeurs ? Oui, bonjour. Je m'appelle Geneviève Belleville. Je suis professeure à l'École de psychologie de l'Université Laval. Moi, je travaille à Québec, au Canada. Et je suis professeure universitaire, ce qui veut dire au Canada que j'encadre des doctorants et des doctorantes là, sur une base régulière depuis maintenant une quinzaine d'années. D'accord. Et vous, monsieur Ruffoni ? Oui, alors bonjour. Je m'appelle David Ruffoni et je suis professeur de biomécanique ici à l'Université de Liège et je travaille dans la faculté des sciences appliquées. D'accord. La première question qu'il y a ici, c'est qu'est-ce qui vous a motivé, qu'est-ce qui motive une personne à endosser le rôle de promoteur ? Et vous, personnellement, pourquoi avoir choisi ce rôle ? Alors, pour moi, c'est sûr que dès l'accès à la profession de professeur universitaire, c'était l'aspect qui m'attirait le plus. Donc, le pouvoir guider des projets de recherche qui nous sont apportés par les étudiants et les étudiantes, je trouve que c'est la tâche la plus stimulante, la plus motivante et puis aider ces personnes-là dans leur développement comme futurs chercheurs et chercheuses, les accompagner. C'est vraiment un très grand privilège là, de mon travail. Et vous, monsieur ? Oui, merci. Alors, je vais répondre en anglais, c'est un peu plus facile. Similarly to what my colleague said, I find it's very motivating the possibility to guide the students, let's say, from the initial phases where they're less independent towards more independency. And also to help them to grow in confidence, in gaining some visibility, and also to, let's say, form their initial research network. And maybe one last point to mention is that I also like a lot in this job to, let's say, to teach them my expertise, but also to learn from them, let's say, from their fresh perspective and also from their, let's say, enthusiasm. Et vous êtes venu ici également avec votre doctorante qu'on introduira après et qui, elle, a la possibilité de pouvoir justement traduire ce que vous venez de dire en anglais. Je lui laisse la parole. Bonjour. Alors, du coup, mon superviseur veut dire que ce qui le motive, c'est de pouvoir suivre les doctorants donc du début à la fin, de pouvoir les aider à gagner en confiance en eux, en visibilité, de pouvoir faire grandir leur network. Et je pense que c'est tout. Super, merci beaucoup. Seconde question, est-ce qu'il y a une marche à suivre afin de pouvoir devenir promoteur ? Par exemple, est-ce qu'il y a des formations à suivre pour pouvoir être capable d'encadrer un doctorant ? Alors, pour nous, au Canada, la réponse est très simple, c'est non. On est lancé dans la direction d'étudiants dès la première année en emploi. Et c'est vraiment un métier qu'on apprend sur le tas. Donc, on dit souvent qu'on reproduit un peu les comportements qu'on a appréciés de nos directeurs et on essaie de ne pas reproduire ce qu'on n'a pas aimé. Évidemment, dans les dernières années, ça s'est quand même développé. Il y a des formations continues qui existent, mais pour la majorité d'entre nous, là, c'est vraiment une habileté qu'on a acquise par l'expérience. D'accord. Et vous, monsieur ? Oui, c'est la même chose ici à Liège. We don't have any, let's say, formation, let's say dedicated formation, which is mandatory to follow. In my case, what was really helpful, I learned a lot also from my previous supervisor. So I did my PhD in Germany, for example, and there I learned one thing that I learned was, in some sense, we had a lot of. Let's say there is a lot of pressure from the academic environment, and this pressure is mainly carried on the shoulders of the supervisor and should not be, let's say, put on the shoulders of the student. So this is one of the biggest tips that I learned to start my, let's say, supervision. Yeah. Donc pour la traduction, il n'y a pas de formation obligatoire à l'ULiège, mais David a principalement appris de son ancien superviseur, donc il a fait son doctorat en Allemagne.
Et une des principales qualités qu'il a acquises de son ancien superviseur, c'est le fait de retenir la pression de l'académique sur ses épaules à lui, donc au superviseur, et essayer d'en mettre le moins possible sur les épaules du doctorant. D'accord, merci. Rendre une thèse, c'est pas quelque chose de simple. Est-ce que de votre côté, vous attendez des choses particulières de la part de vos doctorants? Mais, bien sûr, on s'attend à ce qu'à ce niveau, au niveau du doctorat, les étudiants soient autonomes et qu'ils aient cherché en eux la motivation nécessaire là, pour entreprendre ce travail de très longue haleine. Mais aussi, paradoxalement, moi, je m'attends à ce que les étudiants, les étudiantes viennent me voir, viennent me poser des questions, viennent me partager toutes les embûches qu'ils rencontrent, parce que c'est comme ça que je peux aussi faire mon travail d'accompagnement, pas en enseignant des cours magistraux à chaque rencontre avec les étudiants, mais bien en faisant de la résolution de problèmes là, personnalisée en fonction de chacun. D'accord. Et vous? Oui, alors oui, I also expect that my students gain progressively in autonomy, and especially towards, let's say, the second half of their PhD. I really appreciate, for example, when they come maybe with their own suggestion on some figures they want to make, the interpretation of the data, maybe some conferences they want to attend. What I really appreciate is also our, let's say, students that work as careful and as diligent as possible, rather than maybe work, many hours, really hard working. I really prefer this, let's say, very diligent working attitude. And I think with Astrid, we have very good examples of that. And yes, students should also know that research can be quite unpredictable. So a kind of resilience and also, let's say, willingness to adapt are quality which are necessary. Du coup, pour Davidé, il ne va pas attendre le même niveau d'autonomie pour ceux qui viennent de commencer, les doctorants qui viennent de commencer, ou ceux qui sont, par exemple, dans la deuxième partie de leur thèse. Évidemment, eux, on leur demandera peut-être un peu plus d'autonomie. Il apprécie aussi le fait que les doctorants viennent vers lui pour échanger des idées, pour discuter de l'interprétation des résultats ou des figures ou des conférences auxquelles ils aimeraient bien assister. Et aussi le fait que la recherche, c'est quand même un monde compliqué et que des fois, on n'a pas les résultats escomptés. Et donc, il faut que l'étudiant puisse s'adapter et être assez résilient à ce niveau-là, quoi. D'accord, merci. Une dernière question. Il arrive que la dynamique professionnelle et relationnelle ne se passe pas forcément comme prévu. Comment est-ce que ça s'est passé, si ça vous est arrivé de votre côté, quand un cas comme ça se présente? En fait, en tout début de carrière, quand j'ai rencontré des étudiants avec qui la relation était un peu plus conflictuelle, je dois dire que j'ai été prise au dépourvu, beaucoup parce qu'évidemment, on n'a pas de formation là-dessus. Mais justement, en lisant puis en me formant sur les relations de supervision, que ce soit en psychologie clinique ou encore dans le milieu de la recherche, les données nous montrent que une stratégie, c'est de voir les conflits comme étant des choses à peu près inévitables dans un parcours doctoral entre le doctorant et la personne qui l'encadre, parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, la thèse, c'est quand même une entreprise difficile et la relation d'encadrement s'étale sur plusieurs années. Donc, l'idée, c'est de voir le conflit, les désaccords, les tensions comme étant des choses qui vont nécessairement arriver à un moment ou un autre. Donc, de les accueillir avec calme et bienveillance, de ne pas être sur la défensive et de voir ça comme un problème. On aime ça, les problèmes, les scientifiques, on aime ça résoudre des problèmes. Donc, de voir ça comme un problème à résoudre en collaboration avec les deux personnes, avec leurs expertises de part et d'autre. Et c'est ça, avec bienveillance et avec calme. D'accord. Davidé, nous reviendrons avec vous sur ce sujet-là tout à l'heure. Avant de passer du côté des doctorants, nous recevons également un autre promoteur qui, lui, porte également la casquette de vice-recteur à la recherche à l'ULiège. Michel Mouchen, bonjour. Bonjour. Vous avez eu l'occasion, comme nous, d'entendre les témoignages de nos invités. Souhaiteriez-vous ajouter d'autres dispositifs qui seraient mis en place par l'ULiège pour faciliter la relation promoteur-doctorant ? Donc, d'abord, je voudrais parler de mon expérience. Bien et sûr. je me retrouve tout à fait dans ce qui a été dit. Donc, il y a à la fois cet aspect de compagnonnage qui est très important, ce bonheur de transmettre
qui va au-delà de ce qu'on transmet par des cours, mais le doctorat est une épreuve majeure. Il faut bien, je crois que ceux qui ne l'ont pas fait ne se rendent pas compte à quel point c'est quelque chose qui remet en cause, qui déstabilise dans sa vie. Et donc à ce moment-là, avoir un promoteur qui est à côté de vous, y compris dans des aspects qui dépassent le bench, c'est extrêmement important. Donc vivre ça comme doctorant et comme encadrant est quelque chose d'extrêmement important. C'est également quelque chose qui est au cœur de l'institution universitaire. Ça fait vraiment, c'est la spécificité de l'université. Et je crois que la pérennité du doctorat est liée à la pérennité des universités dans un monde où les universités, malgré tout, sont en péril. Donc ça, c'est extrêmement important. Alors, j'ai en effet encadré pas mal de doctorats dans ma longue vie académique. Et donc, je l'ai fait pendant très longtemps de façon instinctive, je dirais, avec, je pense, beaucoup de bienveillance, mais sans suivre de recommandations, de cours, de guidelines, etc. Je pense malgré tout que compte tenu du fait que le monde devient de plus en plus complexe, compte tenu que les responsabilités d'un doctorat, des techniques, des considérations éthiques, de la protection des données, etc., tout ça devient plus complexe que de mon temps, comme on dit. Une certaine mise en place du dispositif est indispensable et je pense que notre université a beaucoup travaillé ces dernières années, à la fois dans l'élaboration d'une charte qui précise les devoirs, les droits de l'un et de l'autre, de l'encadrant, du doctorant. Je crois que dans l'élaboration de cette charte, j'ai pu parler à des collègues extrêmement respectables dans leur position, mais certains considérant que le doctorat, c'était avant tout ce qui se passe pendant les 4 ans de présence au laboratoire, et après, bon, voilà, advienne que pourra. D'autres défendant plutôt une position que le doctorat, c'est une étape dans la vie du doctorant et qu'on doit déjà, dans cette étape, le préparer à sa vie future, son emploi, etc. C'est 2 visions différentes. Et donc, cette charte précise un petit peu le consensus qu'on a pu obtenir et s'appuie d'ailleurs sur des textes européens, la charte du chercheur, COARA, etc. Et par ailleurs, bon, je suis hostile au dispositif obligatoire. Je crois qu'obliger les gens à faire des choses dans une université, c'est jamais très bon. Mais il y a toute une série d'outils aidant justement les encadrants à mieux percevoir, à mieux répondre à certaines questions complexes, des formations qui sont disponibles. Et évidemment, les encadrants sont fortement encouragés à les suivre pour répondre à ces problématiques qui malheureusement deviennent peut-être plus fréquentes maintenant qu'elles ne l'étaient auparavant. D'accord, merci beaucoup Monsieur Mouchen pour ces éclaircissements. Voyons maintenant comment cela se traduit dans la pratique au quotidien avec les personnes concernées, les doctorants et doctorantes. Nous recevons en plateau Astrid Cantamessa, fraîchement diplômée, ainsi que Jérôme Vendrome et Sébastien Mirolo, également doctorants. Bonjour à tous. Bonjour. 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 Est-ce que vous pourriez, chacun l'un après l'autre, vous présenter brièvement à nos auditeurs ? Oui, très bien. Alors, je m'appelle Sébastien Mirolo et je suis doctorant en 4e année en biologie et écologie de l'évolution. Moi, c'est Astrid Cantamessa. Du coup, je suis docteur depuis quelques semaines en faculté de sciences appliquées et plus précisément en ingénierie biomécanique. Et moi, c'est Jérôme Vendrome et je suis en 2e année de doctorat dans la même unité que Sébastien, donc biologie des organismes, écologie et évolution. D'accord. Dites-moi, comment est-ce que ça se passe concrètement le quotidien d'un étudiant ? Eh bien, à 9h jusqu'à 18h à peu près, principalement sur mon ordinateur, je dois avouer. Et pour les autres, c'est également le cas ? Je pense que ça dépend fortement aussi du type de doctorat qu'on fait. Là, à mon avis, Sébastien a la vision en fin de thèse parce qu'il est en train de rédiger. Mais c'est vrai qu'au milieu, il y a quand même beaucoup de labos, aussi beaucoup de collègues de terrain, etc. Je sais pas si... Alors, je suppose que ça dépend fortement des thématiques de recherche, mais en tout cas, nous, en biologie, on a une forte partie sur le terrain qui doit être combinée avec le labo, etc. quoi. Et pour ma part, pour complémenter tout ça, j'aimais aussi être en dehors de mon labo. Et donc, j'ai aussi participé à beaucoup de formations doctorales offertes par l'université. J'ai aussi participé au réseau des doctorants, au bureau du doctorat. J'aimais bien m'impliquer dans mon université pour essayer de sortir de mon labo. Et ça me permettait, quand j'y retournais, d'avoir une perspective un peu plus neuve. Et voilà. Ok. Et maintenant, comment se constitue, de votre côté, le choix d'un promoteur ? Est-ce que c'est quelque chose qui est libre ou c'est quelque chose d'imposé ? Alors, pour ma part, c'était totalement libre, mais principalement motivé par le sujet du cours qu'enseignait mon promoteur. C'est-à-dire, c'est vraiment le domaine qui m'a particulièrement intéressé durant mes études. Et du coup, je suis allé le voir pour lui demander, dans un premier temps, s'il voulait bien être mon promoteur de mémoire et ensuite promoteur de thèse. C'est à peu près pareil. Alors moi, c'était pas mon promoteur de mémoire, mais il était dans mon jury de mémoire.
Et pareil, en fait, hein, on s'oriente vers le promoteur en fonction de son domaine d'expertise. C'est le domaine dans lequel on aimerait bien travailler, ou on aimerait bien se former. Donc forcément, on va vers ce type de promoteur pour répondre à cette question, quoi. Donc c'est vous qui le choisissez. Dans Oui. notre cas, c'est nous qui l'avons choisi. Ouais. Et Astrid? C'est assez similaire pour moi. Donc moi, j'ai aussi fait mon TFE dans un domaine un peu différent. Ça m'a pas tellement passionnée. Du coup, j'avais envie de faire quand même de la recherche, donc je me suis dirigée vers Davidé pour le doctorat. Et je pense que c'est aussi important de choisir quelqu'un avec qui tu t'entends quand même bien, que tu sais que tu vas pouvoir, a priori, même si c'est difficile. Enfin, dans mon cas, vu que je l'avais pas en TFE, je ne le connaissais pas tant que ça, mais avec qui tu penses pouvoir te projeter durant 4 ans. D'accord. Et on parlait tout à l'heure des attentes qu'ont les promoteurs envers leurs doctorants, mais à l'inverse, est-ce que vous aviez également des attentes lorsque vous êtes allé justement vers votre promoteur à vous? Alors, je dois dire qu'au départ, je n'avais pas spécialement d'attente. J'étais juste extrêmement content de pouvoir faire un doctorat, parce que c'était vraiment une opportunité que je recherchais depuis le début de mon parcours à l'université. Donc, je n'avais pas spécialement d'attente, mais j'en ai développé au fur et à mesure. Par exemple, qu'on puisse m'encadrer un peu plus qu'une fois par mois, par exemple, ça, c'était peut-être pas du luxe, mais à défaut de ça, non, pas spécialement d'attente particulière. Bah, c'est vrai qu'en fait, quand on est dans les études, c'est difficile de se projeter en tant que doctorant, c'est difficile de voir un petit peu les tenants et aboutissants. Donc, quand j'ai commencé la thèse, pareil, je ne savais pas ce à quoi je devais m'attendre de la part d'un promoteur ou autre. C'est au fur et à mesure des semaines, des mois, où on se dit, ah oui, ok, ça c'est son boulot, ça c'est mon boulot, etc., quoi. Ok. Et Astrid? Et pour moi, je dirais que c'est un peu en tout cas au début, similaire au TFE, donc d'avoir un feedback assez régulier pour être encadré, ou en tout cas au début, et qu'on ait de plus en plus d'autonomie, qu'on prenne un peu confiance en soi et qu'on puisse nous-mêmes proposer des idées, des interprétations de résultats, etc. Et je pense qu'un feedback aussi honnête, c'est très important, que le promoteur puisse nous dire ce qui va et ce qui ne va pas. Donc, quand ça va bien, le dire, parce que c'est important pour garder la motivation. Mais quand ça ne va pas aussi, pour pouvoir se remettre en question et essayer d'améliorer cela. D'accord. Et une dernière question pour cette partie-ci. Si un promoteur ne correspond pas à vos attentes, imaginez-vous, après peut-être que vous n'avez pas le choix si c'est la seule personne qui est liée à ce sujet-là, mais s'il y a un souci, si ça coince quelque part, qu'est-ce que de votre côté, vous pouvez faire? Une des réponses simples, c'est arrêter le doctorat parce que ça ne fonctionne pas et peut-être retenter sa chance avec un autre promoteur un peu plus tard, retenter d'avoir des financements, quelque chose dans ce style-là. On peut aussi essayer par la médiation, essayer de voir qu'est-ce qui cloche dans la relation et essayer de s'en sortir vraiment dans la communication. Qu'est-ce que j'attends de lui? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Où est-ce que ça coince? Mais au-delà de ces deux aspects, je pense que c'est un peu aussi une question humaine aussi. Il faut avoir le feeling avant même de commencer et se rendre compte de ça va bien passer ou justement ça va coincer direct. D'accord. Est-ce que quelqu'un d'autre a ajouté? Je pense que c'est assez vrai, en fait, d'essayer de passer par la médiation, parce que s'il y a un problème qui est apparu quelque part, c'est qu'il y a eu un élément déclencheur ou c'est qu'il y a eu quelque chose qui ne va pas. Je pense que dans notre domaine, on est quand même capable de faire des concessions et de pouvoir un petit peu s'entendre avec tout le monde, pourvu qu'on soit capable un peu de mettre de l'eau dans son vin. Et je reprends ce que Madame disait tout à l'heure, mais en fait, le conflit sera inévitable, je pense, parce qu'au bout d'un moment, on va chacun développer notre autonomie. Donc peut-être qu'à un moment donné, on va rentrer en friction dans le sens, d'un point de vue philosophique, par rapport à notre thèse. Et je pense qu'il faut être capable de l'aborder et être capable de dire, ok, ça va arriver, mais comment est-ce que je peux l'appréhender avec calme, sérénité, et comment je peux progresser par rapport à ça, quoi. Parce que si on rentre en conflit, c'est qu'il y a une raison, et je pense qu'il y a du positif aussi à tirer du promoteur dans ce cas de conflit, quoi. C'est qu'il a un apport, une réelle plus-value à ajouter à ce moment-là, quoi. Monsieur Mouchen, vous qui avez peut-être quelque chose à répondre à cela? Oui, je crois tout dépend. Il y a plusieurs types de problèmes possibles. Il y a des problèmes, dans ce que vous dites, c'est un peu des divergences de vue quant aux résultats. Ça, je dirais, c'est des problèmes nobles, pourrait-on dire. Mais il y a des problèmes de supervision insuffisante. Il y a des problèmes beaucoup plus graves encore qu'on puisse imaginer dans les rapports entre les personnes. Ce à quoi les autorités vous engagent, c'est à vous exprimer. Il n'y a pas d'omerta. Vous avez vos droits, vous êtes protégés. Donc, il y a toute une série d'organes qui sont prêts à entendre votre voix, le CEDD, les comités de thèse, les collèges de doctorat, il y a des services étudiants, etc. Donc, il n'y a rien de pire, évidemment, que les problèmes
qui n'arrive pas jusqu'aux autorités, parce qu'évidemment, on peut avoir l'impression que tout roule, alors qu'en fait, ça ne roule pas. Donc là, je crois que c'est vraiment essentiel et vous êtes protégé dans vos droits. Et c'est déjà arrivé qu'on doive changer de promoteur et pas nécessairement abandonner son doctorat et recommencer 3 ans plus tard, parce que c'est pas toujours facile. Le train est passé. Il arrive qu'en cours de doctorat, sans changer la thématique, on doive changer le promoteur. C'est rare, mais ça arrive. Merci beaucoup pour vos réponses, Astrid. Nous allons passer à vous juste après. Comme nous l'avons compris, chaque binôme est unique et nous avons eu l'occasion d'aborder plusieurs éléments aidant à l'obtention d'un partenariat équilibré. Voyons maintenant comment cela se traduit dans la pratique au quotidien entre les personnes concernées. Dr Cantamessa, professeur David, vous constituez le binôme promoteur-doctorant présent aujourd'hui. Avez-vous mis en place des stratégies afin de pouvoir collaborer au mieux entre vous ? Je dirais qu'au niveau, en tout cas, des réunions qu'on fait, au début de mon doctorat, ça a commencé, c'était plutôt toutes les semaines. Mais comme le groupe, notre laboratoire a augmenté en taille, on a dû un peu réduire ça et essayer d'optimiser. On a d'abord réduit à 1 fois toutes les 2 semaines. Et puis finalement, il y a une doctorante de notre labo qui est venue avec l'idée, comme certaines fois, on n'avait pas grand-chose à présenter et d'autres fois, beaucoup plus. On est venu avec l'idée de finalement booker dans l'agenda de Davidé des meetings quand on en avait besoin. Et je pense que c'est un moyen qui fonctionne plutôt bien, en tout cas dans notre labo pour le moment. Oui, je peux dire une petite chose. Maybe one thing that I try to have with Astrid and also with other students, we kind of have a very, let's say, not a hierarchical approach. So we are a little bit, we work horizontally in that sense. And I think this helps a lot to improve the communication and to minimize also the problems and conflicts in that sense. Oui, donc ce que David dit, c'est que dans notre labo, on essaye de ne pas avoir une hiérarchie, mais que c'est plutôt sur un niveau horizontal. Donc, c'est plus facile de communiquer avec Davidé comme ceci que si c'était notre superviseur et qu'on en avait peur parce qu'on le voyait comme quelqu'un de beaucoup plus haut que nous, quoi. D'accord. Et est-ce que vous avez déjà eu des désaccords entre vous ? Et si c'est le cas, comment est-ce que vous avez fait pour pouvoir les résoudre ? On n'a jamais eu de gros désaccords entre nous. Il y a juste eu une période où j'attendais le feedback pour un manuscrit qui a tardé à venir. Et du coup, ma stratégie, ça a pris du temps, mais j'ai choisi de communiquer sur la chose. Et je pense qu'on a pu en parler librement et qu'après, Davidé a fait des efforts de son côté pour essayer de comprendre ce que je voulais, de ne pas me donner tout le temps des deadlines qu'il n'arrivait pas à rencontrer et de plutôt m'amener le travail final une fois que c'était bon, quoi. Merci beaucoup. Jérôme, Sébastien, vous constituez un autre binôme, celui de 2 amis qui réalisent une thèse dans le même domaine. Et vous aviez votre vision à donner sur ce qu'est le promoteur idéal. Oui, alors rebonjour à tous. Je dirais même plus, bien le bonjour à tous. Oui, voilà, certes, alors nous sommes 2 doctorants. Je dirais même plus, 2 modestes doctorants. Oui, voilà, certes. Alors pour rappel, moi c'est Jérôme, doctorant en 2e année. Je travaille sur les bactéries pathogènes chez les animaux sauvages. Et moi, c'est Sébastien, en 4e année de doctorat sur la génétique des plantes dans les îles Canaries. Alors dites-moi, mon cher Jérôme, mais qu'est-ce qu'un bon promoteur ? Oh, mais vous savez, moi, je ne crois pas qu'il y ait de bons ou de mauvais promoteurs. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres, des promoteurs qui m'ont tendu la main. Oui, très bien, voilà. Pour moi, le mauvais promoteur, c'est le promoteur qui va surveiller ce que vous faites. Mais le bon promoteur, c'est le promoteur qui va surveiller ce que vous faites. Vous voyez, c'est pas vraiment la même chose. Ben non, en fait, je vois pas trop, c'est exactement la même chose, mais bref, développer. Je dirais que c'est un savant mélange entre le parent et le patron. Il doit vous aider à prendre votre autonomie, vous accompagner, être là près de vous au quotidien. Près de vous au quotidien, tous les jours, à vous surveiller. Mais vous êtes complètement masochiste, mon pauvre. Évidemment, tous les jours. Comment pourrait-il vous aider et répondre à vos questionnements sinon ? Votre doctorat, c'est votre projet en commun, une belle fleur qu'il faut arroser et entretenir quotidiennement pour la faire éclore. Mais plus vous êtes libre, mieux c'est. Comment voulez-vous développer votre autonomie sinon ? De plus, si vous me laissez tester des idées folles, un petit peu diverger, innover, c'est ainsi que naissent les grandes découvertes. Oui, enfin, les grandes découvertes, ça foire quand même souvent, mais ça, on ne le dit pas trop, hein. En 4 ans, vous n'avez pas le temps de vous perdre dans de futiles explorations. Trop de liberté, c'est trop de responsabilité et donc trop de pression. Moi, je veux un promoteur qui me guide. Sinon, je passe mon temps à me demander si je fais les choses correctement
et allez recommencer. Mon tendre ami, si vous me parlez de microgestion, de deadline à répétition, vous allez m'étouffer, tuer ma créativité nécessaire à l'innovation. Vous êtes complètement fou de penser qu'il faut, après chaque manip, chaque mot écrit, qu'il soit nécessaire d'avoir une approbation. Comment voulez-vous acquérir votre maturité scientifique sinon? Il faut laisser le temps au projet de mûrir, revenir dessus, expérimenter. Typique d'un deuxième année. Mais vous verrez en fin de parcours. Vous regretterez quand ne vous ayez pas aiguillé plus rapidement vers la solution. Parce que croyez-moi, chaque seconde compte. Il faut des dates butoirs, il faut des consignes claires et il faut des réunions régulières. Pour ma part, sans ça, j'aurais tourné en rond pendant des semaines pour au final quand même aller demander la réponse à mon promoteur. Bref, une vraie perte de temps. Votre sagesse vous a rendu aigri, vieux débris. Je ne suis pas aigri, mais réaliste. Parce que le temps, vous voyez, c'est de l'argent. Et au final, quand on y réfléchit bien, le meilleur promoteur, c'est quand même celui qui a des sous, n'est-ce pas? Ouais, c'est pas totalement faux. Il peut être maniaque ou complètement déconnecté. Tant qu'il paye mes frais de labo, c'est sans doute le promoteur parfait. S'il finance l'ensemble de ma thèse, alors je dis oui. En conclusion, cher promoteur, on pourrait s'adapter à presque tout, mais s'il vous plaît, continuez à nous financer par pitié. Merci, messieurs. Madame Belleville, vous qui travaillez au Canada, existe-t-il là-bas d'autres pratiques qui peuvent aider à la dynamique du duo? Évidemment que le financement est très, très important. Mais je pense que dans l'échange très évocateur qu'on vient d'écouter, la compétence de la personne qui encadre des thèses se retrouve dans la capacité à s'adapter aux besoins différents des étudiants dans leur progression de la thèse, que ce soit en ayant besoin plus d'autonomie pour explorer au début ou ayant besoin plus de réponses claires vers la fin. Mais aussi selon les personnalités des étudiants. Justement, on apprend beaucoup à encadrer des thèses de la façon dont nous-mêmes, on a été encadrés, mais il faut élargir ce point de vue-là parce qu'on va rencontrer une multitude d'étudiants avec des parcours complètement diversifiés. Donc, je pense que la compétence s'installe aussi dans notre capacité à nous adapter, à écouter les besoins des étudiants et des étudiantes en termes d'encadrement, puis d'avoir une large boîte à outils pour pouvoir nous adapter. Et ici, je vais plutôt vous demander de prendre la casquette de l'experte. Est-ce que vous auriez un conseil à donner sur la question de la gestion du duo promoteur-doctorant? Ce qu'on a vu tout à l'heure quand vous avez posé la question sur les conflits, c'est que les étudiants et les étudiantes on sent si les conflits sont gérables, ça va bien, mais aussitôt que ça dépasse un peu, les étudiants sont pris au dépourvu. Puis c'est normal parce que dans une relation qui est quand même collégiale, directeur-étudiant, il y a quand même un débalancement au niveau du pouvoir. Le directeur, le professeur va quand même toujours avoir un peu le dernier mot. Donc, c'est important qu'il y ait des encadrements au niveau institutionnel pour venir soutenir les étudiants qui rencontreraient des difficultés à ce niveau-là et que ce soit bien communiqué. Parfois, ça existe, mais les étudiants, surtout au début, ne sont pas nécessairement au courant. Donc, de bien communiquer ces outils-là et de décloisonner un peu la relation entre l'étudiant et son directeur, d'aller chercher justement des tierces parties, que ce soit des comités, des directions de programme, d'autres. Donc, d'aller consulter, d'aller voir ce qui se fait ailleurs pour être sûr de ne pas trop s'enfermer dans une relation qui, lorsqu'elle est conflictuelle, peut causer énormément de dommages. D'accord, merci beaucoup. Pour conclure, et je vais m'adresser cette fois-ci à tout le monde autour de la table, l'un après l'autre, quelle serait en un mot ou en une courte phrase la clé, selon vous, d'un bon partenariat? Oui, pour moi, le dialogue, trust and engagement. Pour moi, ce serait la communication. C'est difficile de passer en... J'allais dire la communication aussi. Vous pouvez totalement répéter. Consensus. Ouais. Joie partagée. Oui, joie partagée, même peut-être passion commune en fait. Je pense que beaucoup a été dit, mais je vais répéter une fois de plus, la communication, c'est super important. D'accord. Merci à vous tous d'avoir été présents aujourd'hui. C'est déjà la fin de cette première émission spéciale consacrée à l'émission 2025 des PhD Days. Dès demain, vous pourrez nous retrouver pour la seconde émission spéciale qui, elle, sera consacrée aux défis rencontrés par les femmes chercheuses.
Cette émission vous a été présentée par Thomas Géhéno. Belle journée à tous sur 48 FM. On écoute 48 FM. Tu écoutes 48 FM. On écoute 48 FM. Tu écoutes 48 FM.